Bonjour les quatrièmes, bienvenue à cette deuxième semaine de leçon. Alors aujourd'hui, un travail qui va durer à peu près 1 h 30, c'est-à-dire la moitié du travail d'histoire-géographie de la semaine. Alors on va commencer par la leçon avec notamment le travail que je vous ai demandé et que nous allons résumer dans la partie haute de notre schéma. Je vous rappelle que je vous avais demandé de le reproduire dans votre cahier, donc si ce n'est fait, il va falloir le faire pour le remplir. Alors la première activité que vous avez faite était une activité sur Voltaire à l'aide de la page 36 et 37 de votre manuel. On apprenait à travers cette étude que Voltaire, de son vrai nom François-Marie Arouet, a vécu au XVIIIe siècle et qu'il a été notamment reconnu pour son combat pour la tolérance religieuse à travers notamment l'affaire Calas. Alors, l'histoire des Calas, très rapidement, c'est Marc-Antoine Calas qui est retrouvé mort dans la maison de ses parents. Très vite, son père est accusé de l'avoir assassiné, car Marc-Antoine aurait voulu devenir catholique alors que les Calas étaient protestants. Mais la famille assure très rapidement que le fils s'est suicidé et que le père est innocent, et la raison pour laquelle il l'avait décroché avait fait passer cela pour un meurtre au départ, c'était pour qu'il puisse avoir un enterrement décent. Malgré tout, Calas est condamné et il meurt torturé sur la roue. Voltaire se penche alors sur cette affaire et il se bat, il publie un livre sur l'affaire, il écrit des lettres à tous les rois d'Europe pour avoir leur soutien. Et très rapidement, l'opinion publique est convaincue par les arguments de Voltaire et il obtient la réhabilitation de Jean Calas, c'est-à-dire que l'erreur judiciaire est reconnue et que sa veuve va recevoir de l'argent en compensation et qu'il sera reconnu innocent. Alors à travers cette image, on peut voir à quoi ressemblait le supplice de la roue. Jean Calas, effectivement, a été attaché à cette roue, tous ses membres ont été brisés et il a expiré son dernier souffle sous le coup de la torture en jurant de son innocence. À travers ce traité sur la tolérance qu'a écrit Voltaire en 1763, on peut également se rendre compte que ce combat a dépassé l'affaire Calas pour aller plus loin, notamment à travers le chapitre 22. Je vous dis qu'il faut regarder tous les hommes comme nos frères. Quoi? Mon frère le turc, mon frère le chinois, le juif, le siamois? Oui, et il est bien cruel de persécuter ceux qui ne pensent pas comme nous. Donc voilà pour Voltaire, on peut le noter dans la première case, Voltaire se bat pour la tolérance religieuse contre le fanatisme, il aide à la réhabilitation de Jean Calas. Vous pouvez faire pause et écrire cette première information dans la carte mentale. Un deuxième exemple de philosophe de lumière avec Montesquieu, je vous demandais de présenter le document. Pour présenter un document, je vous rappelle qu'il faut appliquer la méthode Danse, c'est-à-dire la date, ici 1748, l'auteur, ici Montesquieu, la nature, ici c'est un extrait de livre, la source, c'est extrait du livre de l'esprit des lois, et enfin le sujet, la séparation des pouvoirs. Dans la question 2, je vous demandais quels étaient ces trois pouvoirs. Il s'agit de la puissance législative, c'est-à-dire pouvoir faire la loi, la puissance exécutive ou exécutrice, c'est-à-dire celle d'exécuter les lois, et la puissance de juger ou la puissance judiciaire, c'est-à-dire rendre la justice. Alors Montesquieu, qu'est-ce qu'il défend? Eh bien, il défend le fait que ces trois pouvoirs doivent appartenir à trois personnes différentes ou trois corps de personnes différentes. Sinon, on verse dans la tyrannie et la dictature. Alors Montesquieu prend quel exemple? Il prend un exemple très lointain, il prend celui des Turcs, où, dit-il, il règne un affreux despotisme puisque le sultan possède les trois pouvoirs. Alors, il est évident et tout le monde comprend que sa critique porte aussi sur la France et sur la monarchie absolue de Louis XV, puisque Louis XV également détient ses pouvoirs, mais Montesquieu se protège, et en prenant cet exemple, il ne risque rien, même si tout le monde comprend qu'il parle également de la France. Du coup, dans une autre case, vous résumez cette idée, vous prenez donc votre cahier et vous me remplissez cette troisième case, vous pouvez faire pause. Enfin, une troisième activité portée sur l'encyclopédie. C'est un exercice qui a été globalement très réussi.
Donc l'auteur de ce texte est Diderot, et puis on voit que l'objectif, le but de l'encyclopédie, c'est de parvenir à réunir toutes les connaissances humaines dans des livres pour servir de base aux générations futures. Ici, on voit que Diderot n'est pas seul. Ils sont deux directeurs de publication. Il y a également d'Alembert. Leur but est donc de réunir toutes les connaissances et donc de faire un dictionnaire qui va réunir à la fois les sciences, mais aussi les arts et les métiers. Évidemment, c'est un livre très imposant qui va compter 28 volumes, 28 tomes, autant dire que ça prend beaucoup de place sur les étagères, et qui va mettre 21 ans à être publié entre 1751 et 1772. À travers ces deux documents, on avait une idée de ce qu'était l'encyclopédie. Peu d'entre vous ont utilisé les deux documents et c'est dommage parce que ça permettait de voir à travers le document 3 que tous les métiers étaient représentés. Ici, c'était celui de pâtissier avec tous les outils de travail du pâtissier en gravure, mais également de philosophie, c'est-à-dire des questions que l'homme peut se poser sur lui-même. Donc on va avoir des articles autant sur des concepts comme la liberté, l'égalité, la politique, par exemple ici, mais aussi la science ou les arts. Dans la troisième case, on résume donc ce que nous avons appris sur l'encyclopédie. Je vous laisse le noter et appuyer sur pause. Alors, je viens de me rendre compte en direct qu'il y avait une faute d'orthographe à 28 volumes ici. C'est évidemment pas NT, c'est un S. Alors, voici un nouveau document que je vous invite à regarder en faisant pause. On peut voir à travers ce document que le phénomène des Lumières n'est pas simplement français. En effet, on a vu Voltaire, Diderot, d'Alembert, Montesquieu, uniquement des Français. Mais en fait, le phénomène des Lumières est européen. Il y a Emmanuel Kant en Allemagne, d'ailleurs on a déjà vu un texte qu'il avait écrit, mais également Beccaria en Italie, Locke ou Hume en Angleterre et Linné dans les royaumes scandinaves. Alors, ce phénomène des Lumières devient européen, notamment parce que les idées se diffusent à travers les ouvrages, les conférences, les universités, mais également grâce à l'amélioration des réseaux de transport au XVIIIe siècle, notamment des routes qui leur permettent de voyager et d'échanger leurs idées. Cette idée que le mouvement des Lumières n'est pas simplement français, mais également européen, vous l'écrivez dans la quatrième case, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons regarder une cinquième idée. Cette cinquième idée, c'est qui sont les adversaires et qui sont les amis de ces philosophes des Lumières. Alors, ce document nous permet de voir les adversaires des philosophes des Lumières. Je vous laisse lire ce document et répondre dans vos têtes aux 4 questions sur le côté en faisant pause. Alors, ce document est une lettre de cachet écrite par Louis XV. Une lettre de cachet, c'est une lettre par laquelle le roi peut emprisonner sans aucun délai et sans jugement toute personne qu'il désire. Et là, en l'occurrence, il désire emprisonner le sieur Arouet. Qui est le sieur Arouet? Eh bien, nous avions la réponse avec la première activité, c'est François-Marie Arouet, c'est Voltaire. Ce type de régime où on peut emprisonner arbitrairement, sans jugement et sans aucun délai, eh bien, c'est une tyrannie, c'est une dictature. C'est donc effectivement ainsi que l'on peut qualifier la monarchie absolue de Louis XV. Parallèlement à ça, on voit que Voltaire, s'il est emprisonné et s'il s'exile d'ailleurs en Angleterre de nombreuses années, est également l'invité d'autres souverains d'Europe, notamment de Frédéric II de Prusse. Frédéric II de Prusse, en effet, s'entoure des philosophes des Lumières, non seulement Voltaire, mais également d'autres intellectuels européens qu'il va protéger, car il estime qu'il faut arriver à assouplir les régimes politiques et verser vers le progrès. Ce progrès s'exprime au niveau politique, mais également au niveau social et économique. Frédéric II, par exemple, va interdire le servage et va développer des cultures nouvelles, comme la culture, par exemple, de la pomme de terre, qui va avoir un impact extrêmement important contre la famine en Europe. Vous allez donc noter dans la cinquième et dernière case
ce petit résumé qui nous parle à la fois des adversaires et des amis des philosophes des Lumières. Alors, je souhaitais revenir rapidement sur ce tableau que nous avions vu ensemble en début de semestre, parce que ce tableau de Madame de Pompadour, il y a un élément qu'on n'avait pas regardé ensemble, ce sont ses livres qui se tiennent derrière elle. Et si on zoome sur ces livres, on se rend compte que Madame de Pompadour était elle aussi quelqu'un d'éclairé, puisque les livres qu'elle met derrière elle, c'est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est l'Esprit des lois de Montesquieu. Et c'est également l'Oriade, qui est un livre écrit par Voltaire. Alors, nous descendons dans notre schéma pour remplir cette case qui va nous permettre de voir comment les philosophes des Lumières vont faire entendre leurs idées et comment, du coup, ces idées vont quelque peu affaiblir la monarchie dirigée par Louis XV. Alors leurs idées, elles se répandent dans des salons, c'est-à-dire dans des grandes assemblées qui vont être tenues par des grandes bourgeoises ou des femmes de la noblesse, comme Madame Geoffrin par exemple. On peut voir sur ce tableau comment les philosophes des Lumières, Montesquieu, Diderot, Rousseau, d'Alembert, Buffon, se réunissent pour parler, réfléchir au monde dans les salons de ces grandes dames. Alors, ces salons se retrouvent un peu partout autour du centre de Paris, place Vendôme pour celui de Madame Geoffrin, ou alors rive gauche pour celui de Mademoiselle de Lespinasse. Mais on peut également voir que l'endroit où se diffusent les idées des Lumières, ce sont de nouveaux lieux que l'on appelle des cafés, comme le Café Procope par exemple, où les philosophes des Lumières vont échanger de nombreuses idées. D'ailleurs, ce café Procope existe toujours dans Paris, rive gauche. Vous pouvez voir là la devanture et en dessous, vous pouvez voir l'intérieur de ce café Procope qui a très peu changé depuis 300 ans. Et puis, une autre chose qui va être essentielle dans la diffusion des Lumières, ce sont les journaux qui vont contribuer petit à petit à former ce que l'on appelle une opinion publique. Une opinion publique, c'est une idée partagée par une grande partie de la population. L'opinion publique, c'est la majorité de la population qui va aussi influer sur les décisions gouvernementales. On le note donc, les idées des Lumières s'échangent dans des réunions, les salons, les jardins, les cafés, comme le Café Procope, et les clubs. La population débat, lit les premiers journaux, c'est le début de ce que l'on appelle l'opinion publique. Dans un troisième temps, on va regarder la société de l'Ancien Régime, société qu'on appelle une société d'ordre. Elle est composée de ceux qui prient, le clergé, c'est-à-dire les évêques, les curés, les cardinaux, tous ceux qui travaillent au service de Dieu, en l'occurrence en France à cette époque-là pour le christianisme catholique. Puis, en deuxième, la noblesse, ceux qui font la guerre, alors ceux qui ont fait la guerre plutôt, c'est-à-dire les descendants des grands chevaliers notamment, ils font partie d'une aristocratie, d'une noblesse qui se transmet par le sang et ils ont des privilèges, notamment celui par exemple de ne pas payer d'impôts. Enfin, le troisième ordre, que l'on appelle le tiers-état, regroupe tous ceux qui ne sont ni nobles ni prêtres. Ce sont ceux qui travaillent, les paysans, les commerçants, les artisans. Les plus riches sont appelés les bourgeois. L'abbé Sieyès a d'ailleurs une formule pour les résumer. Qu'est-ce que le tiers-état? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? Rien. Que demande-t-il à y devenir quelque chose? Alors, le travail que vous devrez me rendre pour le prochain cours, c'est-à-dire maximum pour jeudi, c'est d'abord de me présenter le document, deuxièmement de me décrire ce document, la description personnage par personnage, leur attitude. N'hésitez pas à rentrer dans les détails pour expliquer comment ils sont habillés, ce qu'ils font. Et enfin, une analyse du document, c'est-à-dire que veut-on nous dire à travers ces personnages et cette posture. Je vous remercie. Vous pouvez m'envoyer ça sur madame.malo@gmail.com.